Donc aujourd'hui, nous recevons Stéphanie Gruchet, qui est psychopraticienne et formatrice en éducation positive. Donc vous allez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que l'éducation positive. Tout à fait. Et Patricia Ruspoli, donc directrice pédagogique de l'école Montessori d'Antibes. Alors, la parentalité positive, donc d'où ça vient? Donc j'ai vu ça venait des États-Unis, de l'Europe du Nord, depuis déjà un certain nombre d'années. Donc ça arrive en France depuis peut-être 10-20 ans déjà, mais bon, ça rentre un petit peu plus dans les mœurs, dans le vocabulaire, dans le quotidien, on va dire. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu de mots, définir cette parentalité positive? Oui, bien sûr. Alors, déjà, je viens vous les remercier. Est-ce que vous m'entendez? Super. Je voulais vous remercier d'être là et vous remercier pour l'intérêt que vous portez à cette idée de parentalité positive. Alors je voulais commencer en donnant rapidement une définition, c'est la seule que je vais donner, mais je trouve qu'elle est pertinente. Donner une définition de la parentalité. Alors j'en ai trouvé une assez intéressante, je pense, et qui nous dit: la parentalité est l'ensemble des savoir-être et des savoir-faire qui se déclinent au fil des situations quotidiennes en paroles, actes, partage, émotions et plaisirs, en reconnaissance de l'enfant, également en autorité, exigence, cohérence et continuité. Alors vous allez me dire, c'est tout un programme. Alors oui, la parentalité, c'est tout un programme. On ne naît pas parent, on le devient. C'est donc aussi tous les aménagements psychiques qui se font dans notre tête de parent quand on devient parent. Et cette parentalité, eh bien, elle nous parle évidemment d'éducation, parentalité positive, éducation positive. Et le terme éducation, étymologiquement, c'est conduire en dehors d'eux. Alors, éduquer un enfant, c'est en même temps lui donner ce sentiment d'appartenance au sein de la famille. Mais la famille, c'est aussi un système d'interaction et d'interrelation qui permettent à l'enfant de se séparer. Alors, bon, ça c'est la définition de l'éducation, et il nous reste un petit peu à définir le terme positif. Alors, c'est pas l'inverse de négatif, rassurez-vous. Je ne sais pas ce qu'est l'éducation négative, je ne suis pas sûre que ça existe. Alors, l'éducation positive, c'est une éducation qui parle de croissance, c'est-à-dire de développement. Comment je vais éduquer mon enfant pour qu'il développe des compétences de vie, des compétences académiques, mais des compétences de vie surtout. Et donc ce terme positif, c'est je me centre sur l'avenir. Je sais que j'ai des difficultés aujourd'hui dans l'éducation de mon enfant, parce que éduquer un enfant, de toute façon, c'est pas simple, c'est complexe. Mais je sais que les erreurs que je vais faire vont être des opportunités d'apprentissage, et que les erreurs que vont faire mon enfant vont aussi être des opportunités d'apprentissage. Et donc je me tourne vers l'avenir. C'est l'idée d'éducation positive. Alors, c'est une éducation aussi qui parle beaucoup d'encouragement. Je crois qu'il y a un changement de posture important à expliciter. C'est-à-dire que souvent, on va, dans l'éducation de notre enfant, pointer ce qui ne va pas ou ce qui nous dérange. L'éducation positive utilise ce qu'on appelle le renforcement positif, parce qu'on sait que quand on renforce positivement un comportement adapté, eh bien on encourage l'enfant et on sait que c'est absolument porteur pour son développement. Alors évidemment, l'éducation positive, c'est pas une recette, loin de là, c'est juste une proposition. Il faut savoir que chaque famille a ses compétences, chaque famille exerce sa parentalité en fonction de son histoire, en fonction de sa culture, en fonction de ses désirs aussi, bien sûr. Et donc c'est juste une proposition, et c'est une proposition de considérer la relation à l'enfant d'une certaine façon. Je continue ? Oui, donc quels sont ces axes justement? Alors, quand je suis lancée en général... Parce qu'on a vu qu'il y avait donc pas donner d'ordre, donc donner plutôt des conseils, ne pas gronder, ne pas systématiquement juger. Donc, tout à fait, je vais y venir. Alors je crois que ce qui est important, c'est de se dire pourquoi cette
on parle beaucoup d'éducation positive, pourquoi ça se développe, pourquoi c'est un petit peu au centre des préoccupations comme ça des psychopédagogues, etc. Bon, je crois qu'il y a le contexte sociétal qui évidemment encourage cette posture d'éducation positive. On assiste à un remaniement du lien social, à différentes formes de parentalité. La parentalité devient de plus en plus complexe, avec notamment une nouvelle façon d'être en famille. Et puis, il y a quelque chose de très important, c'est le fait que le modèle relationnel de soumission dans notre société devient de plus en plus obsolète. C'est-à-dire que se positionner face à un enfant en disant bah, je suis ton père ou je suis ta mère, donc c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est moi qui sais, c'est moi qui ai le contrôle, c'est quelque chose qui est, comment dire, un peu inadapté aujourd'hui dans notre société parce que tous les modèles relationnels vont plus vers une symétrie relationnelle. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais ce modèle relationnel de soumission, voilà, on le voit un petit peu, j'ai envie de dire, s'assouplir, et les relations au sein même de la famille, de la société, pardon, sont de plus en plus horizontales. Est-ce que c'est par rapport à la maturité aussi? Est-ce que les enfants sont plus mûrs aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 30 ans? Donc du coup, les enfants comprennent mieux, sont plus aptes à peut-être moins à accepter une forme de frustration d'ordre. On adapte là du coup l'éducation. Je crois pas. Je crois que c'est lié à l'évolution de la famille, c'est-à-dire que c'est Rudolf Dreikurs qui disait le jour où l'homme a perdu le contrôle sur la femme, bon, ça paraît un peu comme ça, voilà, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein du couple, la relation est horizontale. Donc l'enfant, vous savez, les enfants, ils apprennent énormément par mimétisme. Bon, alors l'enfant, il a l'exemple de ses parents qui sont dans une relation horizontale la plupart du temps. Enfin, après, voilà, toujours des exceptions. Donc, le jour où l'homme, quelque part, a perdu un petit peu le contrôle sur sa femme, son épouse, bah, les parents ont perdu un petit peu le contrôle sur l'enfant, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'enfant, lui, il est spectateur de relations horizontales. Alors, quand je dis relations horizontales, c'est-à-dire bah, je n'ai pas le pouvoir sur toi. Je peux avoir du pouvoir avec toi, mais pas sur toi. Hein, c'est une nuance importante. Voilà, alors, pour revenir à l'éducation positive, il y a cette histoire de remaniement du lien social, cette histoire d'horizontalité de la relation, et il y a aussi, très important, d'énormes progrès en neurosciences qui nous amènent à avoir plus de connaissances sur comment fonctionne le cerveau d'un enfant. Alors ça, c'est juste super, parce qu'aujourd'hui, on a des sciences dures, hein, c'est-à-dire que les neurosciences, c'est la médecine, hein, c'est le fonctionnement du cerveau. On a une science dure qui prouve aujourd'hui comment fonctionne le cerveau d'un enfant. Donc il y a énormément de croyances qu'on pouvait avoir avant sur l'éducation, eh bien, qui s'avèrent non confirmées. Notamment les croyances autour des caprices, autour des bienfaits de la punition, des choses comme ça. Aujourd'hui, on peut, j'ai envie de dire, prouver que ce n'est pas écologique pour le développement de l'enfant. Voilà. Quelles sont les méthodes, les outils pour se faire obéir sans crier? Alors déjà, cette phrase, elle est intéressante parce que, bon, c'est un peu les chiens qui obéissent, quoi. Les enfants, ils coopèrent. Hein. Bon, voilà. Moi, je dis souvent ça, c'est assez drôle. Voilà, les animaux, on peut leur dire d'obéir. Les enfants, on va rechercher, l'idée, c'est de rechercher leur coopération. Alors, votre question, c'était sans crier? Voilà, comment se faire obéir sans crier. Donc, mets tes chaussures, une fois, pas 10 fois, mets tes chaussures. Ah oui, alors. Voilà, donc habille-toi, c'est l'heure, fais tes devoirs. Bon, ces alors. ordres qu'on donne systématiquement, qu'on répète sans cesse à l'infini. Oui, alors là, ce que vous évoquez, c'est la façon que l'on va avoir de communiquer avec notre enfant. C'est-à-dire quels mots on va employer. Bon.
Bah, vous savez, si vous, au travail, on fait que vous donner des ordres, est-ce que vous allez avoir envie de coopérer? Bon, pas de réponse. On pourra réfléchir ensemble encore. Mais voilà, alors, mets tes chaussures, fais tes devoirs. On a tendance effectivement à donner des ordres à notre enfant. En général, quand on donne un ordre, l'enfant, ça lui donne pas envie de coopérer, ça lui donne envie de résister. C'est pour ça que d'ailleurs, on donne des ordres tout le temps, hein, puisque l'enfant ne fait pas. Voilà. Alors, c'est effectivement de dire, peut-être c'est l'heure du bisou du soir. Alors, si c'est l'heure du bisou du soir, l'enfant, dans sa tête, va pouvoir mettre en route son appareil à penser et se dire, c'est peut-être l'heure d'aller se coucher. Et dans cette histoire-là, ça paraît un petit peu bisounours comme ça, mais dans cette histoire, on donne le locus de contrôle à l'enfant. C'est-à-dire, c'est pas l'adulte qui sait pour l'enfant et qui va sans arrêt donner des ordres. C'est à un moment donné se dire, mon enfant est capable de savoir que c'est le moment d'aller se coucher, et donc j'ai pas besoin de lui répéter 10 fois. Et par un positionnement dans la relation de respect et de dignité, l'enfant va être amené à coopérer beaucoup plus facilement. Alors, encore une fois, il n'y a pas de recette, hein. C'est-à-dire, c'est pas « j'ai un problème avec mon enfant, je vais utiliser telle recette de l'éducation positive ». Non, l'éducation positive, c'est une pensée globale. C'est une pensée globale et systémique, c'est-à-dire que plusieurs facteurs vont interagir ensemble pour que les choses se passent comme on le désire. Voilà. L'idée, c'est de dire un enfant n'a pas les mêmes droits et les devoirs qu'un adulte. Un enfant n'a pas les mêmes droits et devoirs qu'un adulte. Par contre, l'enfant a le droit au respect et à la dignité. Donc, à partir du moment où au même titre que l'adulte, à partir du moment où l'enfant a le droit au respect et à la dignité, le soumettre, est-ce que c'est respecter sa dignité? Point d'interrogation. Alors, bien souvent, on est dans cette posture-là de soumission parce qu'on n'a pas d'autres outils. Hein. Aujourd'hui, on est un peu dans une transition, c'est-à-dire que nous, adultes, on a eu une éducation lambda, et puis parfois, en tant que parents, on ne veut pas reproduire. Sauf que on reproduit parce que parfois on reproduit l'éducation qu'on a eue, tout simplement parce que dans la famille, il y a des mécanismes à l'œuvre qui sont des mécanismes non conscients et qui font que, émotionnellement, parfois, on va reproduire une posture éducative que l'on n'a pas du tout envie de reproduire. Voilà. Alors, votre question, c'était quels sont les outils? Les outils, donc comment se faire, donc même si on pose le cadre en disant tu as un enfant, donc 6h va se coucher, il est 8h, tu as 5 ans, est-ce qu'un enfant peut comprendre, est-ce qu'il va vouloir résister? Il y a toujours cette opposition entre l'enfant et le parent, voir jusqu'où il peut aller. Ouais. Donc quels sont le bisou, ok, donc c'est genre de bisou de nuit, donc on va se coucher, est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'ils obéissent systématiquement? C'est les chiens qui obéissent. Oui, pardon. Ok. Est-ce que donc à tout âge on peut appliquer la parentalité positive, la communication non violente? Oui, bien sûr. Penser donc peut-être à un enfant qui est adolescent qui résiste dans le sens où on lui demande de faire quelque chose parce qu'il n'obéit pas. Comment est-ce qu'on peut mieux communiquer en fait, quelque part, c'est la meilleure communication dans le respect de l'enfant, de la dignité, comme vous disiez tout à l'heure. En fonction de ses besoins, de l'âge aussi. Oui, alors, l'éducation positive, c'est le respect du monde de l'enfant et, je dis bien et en même temps, le respect du monde de l'adulte. C'est-à-dire que respect du monde de l'enfant, c'est reconnaître les besoins de l'enfant, les désirs de l'enfant et en même temps, je dis bien en même temps, reconnaître les besoins de l'adulte. C'est ce qu'on appelle une éducation ferme et bienveillante. Bienveillante et ferme. J'insiste sur le « et » parce que bien souvent, en tant que parents, nous sommes trop bienveillants et après, on se fait un peu marcher sur les pieds, donc on est trop ferme. Et ensuite, on culpabilise. Alors, on redevient très bienveillant, trop bienveillant. Et puis, hop, bref, ce qui serait intéressant, c'est d'être sur nos deux pieds, c'est-à-dire à la fois ferme et bienveillant.
On pourrait penser à la métaphore de la respiration, c'est-à-dire que quand vous respirez, vous inspirez, vous expirez. Si en éducation vous commencez à être que ferme, ça va poser des problèmes. Comme si en respiration vous faites que inspirer, hein. À un moment donné, ça va poser souci. Donc c'est cette idée de fermeté et de bienveillance simultanée, en même temps. Alors, bien souvent, quand un enfant a un comportement inapproprié, c'est-à-dire, par exemple, il n'écoute pas. Il y a beaucoup de parents qui disent je répète 50 fois les choses, il n'écoute pas. Il faut comprendre que lorsque vous répétez les choses à votre enfant, eh bien votre enfant, il est dans votre focus attentionnel. Donc, il reçoit de votre part des signes de reconnaissance. Il faut savoir qu'un enfant va préférer inconsciemment, je dis bien, ce sont des mécanismes non conscients, énergétiques, émotionnels. Un enfant va préférer être dans votre focus attentionnel, dans le conflit, plutôt que de ne pas avoir de signe de reconnaissance de votre part. Donc en fait, un enfant qui n'écoute pas, c'est un peu tout bénef pour lui quand même, parce que vous continuez à répéter, et il est dans votre focus attentionnel. Alors, bon, c'est quelque chose qu'on pourra peut-être, si vous avez des questions, développer par la suite, mais l'éducation positive, c'est chercher à développer les compétences de vie de l'enfant. Hein. C'est se dire, bon bah, moi je veux quoi pour mon enfant? Quand il va quitter la famille, quand il va devenir autonome et va faire sa vie, hein, j'ai envie qu'il parte avec quelles compétences de vie? Alors, souvent, quand on en discute comme ça entre parents, on dit, bah, moi j'aimerais qu'il ait son libre arbitre, hein, j'aimerais qu'il soit, comment dire, ouais, qu'il ait de la répartie, quoi, qu'il sache mener sa barque, etc. Bon, et puis quand en tant que parent on a des difficultés parce qu'un enfant nous répond, ben, ça ne nous plaît pas. Mais, sauf qu'un enfant qui répond, c'est un enfant qui apprend à confronter son point de vue, c'est un enfant qui apprend à développer son libre arbitre. Et donc, oui, c'est difficile en tant que parent, mais les difficultés sont justement des opportunités d'apprentissage pour développer des compétences de vie. Alors, il y a quelque chose quand même aussi dans l'éducation positive de très important, et vous disiez la façon de communiquer. Je crois qu'on communique à plusieurs degrés. Enfin, j'ai envie de dire qu'on peut communiquer verbalement, c'est ce que je tente de faire là, actuellement. On peut communiquer non verbalement, hein, communication, voilà, la façon de se tenir, c'est aussi une sorte de communication. Et puis, il y a une communication qui est quand même imperceptible et en même temps tellement importante, c'est la communication émotionnelle. Alors, les neurosciences aujourd'hui, c'est pour ça qu'elles valident aussi cette idée d'éducation positive, c'est que les neurosciences nous prouvent que nous avons des neurones qui ont pour fonction de transmettre les émotions. Donc en gros, quand vous arrivez chez vous, et moi pareil, hein, j'arrive, je suis en colère, eh bien, je transmets ma colère dans mon système familial. C'est-à-dire que si j'arrive et que je suis en colère, il y a de fortes chances que mon enfant se mette en colère aussi, puisque nos cerveaux sont équipés pour diffuser les émotions. Et alors dans la famille, comme on est très liés, alors ça y va. Hein. Donc si on est joyeux, eh ben, on transmet la joie. Si on est en colère, on transmet la colère. Si on a des peurs, on transmet nos peurs. Les enfants aussi, d'accord ? Donc l'éducation positive, j'ai envie de dire, elle met le doigt sur qu'est-ce que les émotions, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, et c'est une éducation qui dit, mais il faut nommer les émotions, apprendre aux enfants à reconnaître leurs émotions, à les exprimer et à communiquer émotionnellement. C'est vraiment, je crois, très très important. Et alors, bon, l'idée c'est pas de devenir le Dalai Lama, hein, plus jamais crier sur les enfants, parce que on peut y arriver, mais c'est du boulot, quoi. Hein. Voilà. Quelques respirations
d'être zen avant de faire demander quoi que ce soit à son enfant, d'être dans tout à fait, sauf que positif. Les mamans qui sont là présentes, elles vont dire bon, avec les journées qu'on a, s'il faut respirer à chaque fois qu'on ouvre la bouche pour dire quelque chose à son enfant, c'est pas gagné. Bon, les papas, je sais pas, parce que je sais pas si... Bien sûr, les papas, de la même façon. Mais je crois que l'éducation positive, ce que nous dit cette idée-là, en fait, c'est aussi où j'en suis, moi, de mon émotionnel. J'en suis où? Est-ce que quand je me mets en colère face à mon enfant, là, c'est vraiment parce que je me mets en colère, là, dans l'ici et maintenant, ou c'est quelque chose de très loin, là, qui ressurgit et qui fait que je me mets en colère? Donc, voilà, il y a cette idée où j'en suis, moi, en tant que parent, par rapport à mes émotions, et comment ma famille, au final, peut devenir la première école de l'intelligence émotionnelle, quoi. Hein, je réfléchis à partir de mes émotions. Mes émotions sont importantes et c'est important de les identifier, voilà, et d'avoir cette communication émotionnelle. Alors justement, pour pouvoir communiquer, donc faire aussi un travail sur soi en tant que parent pour bien communiquer correctement avec ses enfants. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas donc parce qu'il existe une école de la parentalité positive ou des systèmes d'éducation, des associations qui peuvent aider déjà à mieux se comprendre pour ensuite mieux communiquer avec ses enfants? Bien sûr, je crois qu'on n'apprend pas à être parent et même si chaque famille a ses compétences, chaque famille bien évidemment a sa culture, a sa façon de faire et d'être, etc. Je pense qu'il y a quand même des choses fondamentales non pas à apprendre, mais des choses dont il est nécessaire de prendre conscience, des fonctionnements en fait dont il est nécessaire de prendre conscience, notamment les mécanismes non conscients qui sont à l'œuvre dans la famille, bien évidemment. Alors on ne peut pas tout conscientiser, mais l'idée de l'éducation positive, c'est se dire, bon, mon enfant a un comportement là, inapproprié, il m'énerve, quoi, il répète sans arrêt ça, ou il fait des bêtises, ou il fait ça. Et en fait, se dire, mais derrière le comportement de l'enfant, mais il y a quoi? Bon. Et bien souvent, il y a un besoin. C'est-à-dire que l'enfant a un besoin derrière ce comportement qui va nous énerver, sauf qu'un enfant n'est pas en mesure, en fonction de son jeune âge, n'est pas en mesure de dire « moi j'ai ce besoin-là ». Il n'est pas en mesure de conscientiser ses besoins. Donc il va les exprimer de façon inappropriée. C'est un petit peu à l'adulte de décoder ça. Donc faire un petit peu d'analyse, un minimum d'analyse psychologique pour pouvoir détecter là, les problèmes de l'enfant qui peut-être pleure. Est-ce que c'est parce qu'il a sommeil, ou c'est un caprice, ou ça peut être différentes choses Oui, alors... Donc après c'est entre guillemets le b.a.-ba de la part du parent, sauf que la communication est différente, ou l'interprétation est peut-être un peu différente dans la parentalité positive. Alors, oui, l'éducation positive va dire... On va pas sanctionner ou dire c'est un caprice, tu vas au coin. Non, alors les caprices... C'est un petit peu comme dire il y a quelques années où on ne donnait pas la parole à l'enfant, il avait moins d'importance, entre guillemets. On s'est rendu compte que l'enfant souffrait, s'exprimait, il avait besoin de tendresse, d'échange. Bien sûr. Et tous les travaux qu'il y a pu y avoir après-guerre dans les orphelinats. Donc on s'est rendu compte que l'émotionnel qui est primordial pour le développement intellectuel de l'enfant. Après c'est pas évident aussi, comme on vous disait tout à l'heure, donc on ne peut pas non plus lire plein de livres. Est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs, des petites choses ou des alertes qu'on peut voir chez un enfant, alors selon l'âge, parce qu'évidemment quand il est plus grand il peut parler, il peut mettre un doigt sur ses émotions, sur ce qui ne va pas, mais quand ils sont tout petits, quand ils ont 2-3 ans, comment détecter et comment communiquer, parce que des fois on a l'impression que c'est un mur, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour pas s'énerver ou aller... Déjà je pense que la première des choses, c'est faut pas hésiter faut pas hésiter à se faire aider parfois quand vraiment on n'y arrive plus. Parce que la famille, c'est un système relationnel un peu fermé, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, parfois le fait de consulter, ça recrée de la créativité au sein du système familial et les parents ensuite vont pouvoir trouver des solutions. Mais vous savez, un enfant, c'est un être émotionnel, d'accord ? Donc c'est un être émotionnel, donc il va percevoir votre émotion. On dit les enfants sont des éponges. Bon, ça c'est pas très joli comme expression, mais c'est une expression couramment employée.
Mais ça veut dire qu'il capte les émotions. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous êtes en colère, il y a de fortes chances que votre enfant le devienne, ou les peurs, etc. Vous transmettez l'angoisse, bien sûr, moi aussi, tout le monde. Et l'enfant, par contre, il ne va pas avoir une capacité de réflexion aussi importante que l'adulte. Tout simplement parce que le cerveau de l'enfant mature, vous savez, un cerveau humain, ça mature jusqu'à 27-28 ans, 26 ans. Donc, le cerveau humain prend du temps à mettre tout en place, quoi, hein, surtout d'un point de vue de la réflexion. Par contre, émotionnellement, vous avez un petit organe dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui est tout de suite opérationnel dès la vie intra-utérine. Donc, émotionnellement, le cerveau de l'enfant fonctionne très très vite, très bien. Par contre, d'un point de vue de la réflexion, il n'est pas mature. Donc l'enfant va percevoir émotionnellement, mais ne va pas pouvoir mettre du sens sur ce qu'il perçoit. Par exemple, un enfant qui... allez, il arrive un petit frère ou une petite sœur dans la famille. Bon, l'enfant, qu'est-ce qu'il va percevoir? Il va percevoir que, énergétiquement, l'attention de ses parents est divisée. Obligé. Vous avez un enfant, il est toujours dans votre focus attentionnel, hein, vous en avez qu'un. Le jour où vous en avez deux, c'est mathématique, à moins que... enfin, normalement, c'est mathématique, vous allez diviser votre attention, puisque vous avez deux enfants. Bon. L'aîné va percevoir, tout simplement, qu'il récolte moins d'attention qu'avant, que quand il était tout seul. Mais il ne va pas pouvoir élaborer une pensée en disant bah, c'est normal, mon petit frère c'est un bébé, il ne peut pas manger tout seul, etc., etc. Non, lui il va élaborer une croyance, il va se dire bah, mes parents ne m'aiment plus, ils préfèrent mon petit frère. D'accord? À partir de là, que va faire l'enfant? Bah, il va mettre en place bien souvent, pas tout le temps, mais il peut mettre en place des comportements inappropriés, c'est-à-dire il va se remettre à faire pipi au lit, à faire le bébé, parce que, comme ça, bah, il va, dans sa tête, c'est une croyance, se dire, bah, je vais récupérer l'amour de mes parents. Hein. Donc, c'est toujours de se dire, bon, mon enfant, il a un comportement, là, je ne comprends pas, avant il était propre, il est de nouveau de l'énurésie, etc. Bon, certains parents qui vont peut-être s'énerver, à un moment il y en a marre maintenant, et qui vont le peut-être punir ou des choses comme ça, alors que l'enfant, en fait, lui, il a un besoin d'attention. Donc l'éducation positive, c'est se dire, on ne s'arrête pas au comportement, on se dit, qu'est-ce qui se passe là? On cherche, quel est le besoin de l'enfant derrière le comportement? Et à partir de là, bah, on fait des hypothèses. Moi, je crois que l'éducation, c'est un travail de recherche, c'est-à-dire, bon, on dit, tiens, bah, si je vais faire autrement, ben, ça va peut-être changer la dynamique. Et à ce moment-là, ben, c'est vrai, tiens, j'accorde plus d'attention à mon aîné, je fais des sorties avec lui qu'avec lui. Ah ben tiens, le comportement inapproprié a stoppé. Parce que on a pris soin de considérer le besoin de l'enfant. Okay. Et là, comment ça se passe, donc, Patricia, donc, dans votre école, comment vous appliquez la parentalité, enfin, la bienveillance, l'éducation positive avec vos élèves? Oui. En fait, Sylvie a pratiquement tout dit, ce qui est très bien. Donc on essaie de se rapprocher le plus possible, j'allais dire. Donc déjà, on va reprendre les choses au départ. Donc déjà dans les structures Montessori, on prend l'enfant est la base pour nous, d'accord? Donc on va se... Quand vous appliquez avec vos petits, les petits, comment votre méthode de travail par rapport à justement, la communication, les ateliers, des choses comme ça, donc comment vous appliquez donc, cet échange, prendre en considération les besoins, rencontrer un enfant qui n'est pas bien, gérer l'émotion justement des plus jeunes jusqu'en CM2. Oui. Enfin, Okay.
Le Montessori, de toute façon, ça en fonctionne, on a des classes d'âge, hein, de 3 à 6 et 6 à 12. D'accord. Déjà, ça ne marche pas par classe comme ça, déjà. Donc effectivement, quand chaque enfant vient dans une structure Montessori, on prend l'enfant en tant qu'individu. C'est-à-dire que chaque enfant sera pris en considération suivant ses besoins, donc les besoins différents de chaque enfant. Donc ça déjà c'est une importance primordiale. Et ce travail sera fait bien évidemment avec les parents. Donc pour nous c'est important d'avoir les parents, les enfants, les éducatrices. Ça fait comme c'est un triangle, hein. Donc on travaille tous ensemble. Donc ça c'est une débat, j'allais dire, très importante. De là, afin que l'enfant ensuite puisse rentrer dans des apprentissages positifs, on verra les différents. Excusez-moi, pour moi c'est pas très facile de parler avec un micro, en fait j'ai pas trop l'habitude. Je suis plus avec les enfants que voilà, sur un stage. Donc j'ai un petit peu de trac quand même, faut le dire. Donc si vous voulez, ce que j'essaye de réduire, c'est que si un enfant a une difficulté particulière, on prendra ses difficultés avant tout. Donc on va faire tout le côté émotionnel de l'enfant avant de rentrer dans les apprentissages. Donc je vous fais un peu rapidement. C'est-à-dire qu'après, une fois que l'enfant sera bien, on aura vu avec les parents, l'aide de psychologues, parce qu'il y a beaucoup d'intervenants aussi, on travaille ensemble pour les besoins de l'enfant. Et à partir de là, une fois que l'enfant sera mieux, on va pouvoir rentrer dans les apprentissages progressivement. C'est-à-dire qu'après, en Montessori, après je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la pédagogie. Vous pouvez expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Je reconnais quelques visages quand même qui sont venus dans les écoles. Vous pouvez expliquer en quelques lignes en quoi ça consiste, la pédagogie, d'où ça vient, depuis combien de temps ça existe en France, combien d'établissements, ou alors la pédagogie en général. Oui, on va faire voilà, la pédagogie en général. Donc l'enfant va être amené, l'enfant est acteur de ses apprentissages, il travaille avec un matériel sensoriel, concret, et on va amener chaque enfant individuellement vers ce bien-être et vers les apprentissages. C'est-à-dire que dans une classe Montessori, chaque enfant va avancer à son rythme. Alors quand on dit à son rythme, c'est pas non plus laisser l'enfant vaquer juste faire ce qu'il veut, oui. Voilà, faire ce qu'il veut, d'accord. Voilà. On avait parlé justement avec Sylvie, il y a un cadre, hein. Il y a un cadre bien précis. Et dans ce cadre, l'enfant va pouvoir évoluer. C'est-à-dire qu'on va le laisser, entre guillemets, avoir cette liberté de choix. Mais c'est un choix sélectif, là aussi, c'est-à-dire qu'il aura certaines présentations. Suivant ces présentations de matériel, il pourra aller pratiquer autant de fois qu'il voudra, donc ce qui va l'aider par la suite de pouvoir prendre aussi ses propres décisions, ce qui est important aussi pour le futur en tant qu'adulte. Donc faites attention à ce que je dis, parce qu'on peut aller très loin, parce que c'est important de respecter ce choix de l'enfant, d'être à l'écoute de l'enfant. Tout ça, c'est ce que Sylvie, tu as dit aussi tout à l'heure. Stéphanie, je te dis Sylvie tout à l'heure, c'est ça? Oui. Excuse-moi. Je vois Sylvie de la côté, excuse-moi. Stéphanie, pardon. Alors pourquoi je dis Sylvie? Parce qu'en fait, il y a une autre éducatrice, Sylvie, de Montessori, avec qui on discute beaucoup, donc c'est pour ça. Alors excuse-moi Stéphanie. Voilà, donc on va respecter donc, ce choix de l'enfant pour travailler, donc il est vraiment acteur de ses apprentissages, mais l'éducatrice, si vous voulez, sera là aussi pour écouter l'enfant. Donc chaque enfant est vraiment écouté individuellement, et ça c'est vraiment une chose très très importante. Si un enfant a un souci dans la matinée, on sera toujours là pour l'écouter, pour en discuter. On peut mettre en place il y a beaucoup de discussions de groupe, comme ça, de groupe, donc entre enfants, s'il y a un problème, que ce soit d'attitude, de conflit, d'un conflit parce qu'ils voulaient travailler sur le même matériel, donc on va prendre ce temps, on va prendre ce groupe à part et en discuter ensemble. Donc il y a énormément d'écoute dans une école Montessori et d'autres aussi, hein, c'est pas toutes les écoles, il n'y a pas que les écoles Montessori qui ont cette écoute-là, hein, d'accord. Non, faut préciser. Donc c'est plus axé sur l'écoute, on va dire, Montessori plus que dans le système entre guillemets dit classique. Oui, sans cette écoute, si vous voulez, on ne peut pas avancer. Si un enfant vient chez nous, même à partir, même dans le primaire, depuis 6 ans, il y a beaucoup d'enfants à partir de cet âge-là qui ont besoin de parler. Voilà, c'est parce que c'est un lieu aussi qui permet à l'enfant de sortir un petit peu ce qu'il a sur le cœur. Ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que c'est vrai que dans les familles, il peut se passer certaines choses, il peut y avoir une frustration, un stress.
l'école permet aussi d'évacuer aussi ce stress, donc on peut aussi en discuter sans prendre la position de psychologue. Mais l'enfant a besoin d'en parler ou avec ses copains, donc il y aura ce temps de... Donc il y a une prise en considération de l'émotion. L'émotion, ça c'est le côté émotionnel, la base. Qui est pour nous la base. Sans ça, l'enfant ne pourra pas rentrer dans les apprentissages. Je n'ai pas mon correcteur. Oui, non, mais je voulais rebondir, Patricia, parce que ce que tu dis, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que Maria Montessori, elle avait tout compris avant, c'est-à-dire que elle avait compris qu'un enfant avait besoin d'être bien pour apprendre. Et aujourd'hui, les neurosciences, on sait que dans le fonctionnement du cerveau, quand un enfant est trop stressé, il va y avoir un déclenchement hormonal, une hormone qui s'appelle le cortisol, et que cette hormone, elle est délétère pour la croissance, pour l'hormone de croissance. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'est pas bien, un enfant qui est stressé, c'est un enfant qui ne va pas être dans les meilleures conditions pour faire des apprentissages. Et je crois que c'est ce que tu évoquais, tu dis d'abord on prend soin de l'émotion de l'enfant avant tout, et ensuite les apprentissages. Et c'est vraiment tellement important. Et en éducation positive, on dit un enfant fait mieux quand il se sent mieux. Et il y a même un petit dessin là qui dit quelle est cette idée folle qu'un enfant peut mieux faire en se sentant moins bien, quoi. Enfin, cette histoire de la punition, quoi. Je vais te punir, comme ça tu vas te sentir mal et tu vas mieux faire. Bon, ça, c'est un peu fou, quoi. Bon, après, rassurez-vous, je pense que on a tous, à un moment donné, eu recours à la punition parce qu'on était démunis, on ne savait pas quoi faire. Mais voilà, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on prend soin de l'émotion de l'enfant. Parce qu'un enfant qui est bien, c'est un enfant qui apprend. Un enfant qui est stressé, c'est pas un enfant qui peut apprendre correctement. Voilà. En tout cas, il n'est pas dans les meilleures conditions. Voilà. Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder le mot punition dans le dictionnaire. Mais ça, on va pas en parler aujourd'hui, peut-être. Voilà. Donc voilà, à partir de là, effectivement, sans toute cette prise en charge en fait, de l'enfant, on ne pourra pas vraiment rentrer réellement, enfin pour nous, rentrer dans les apprentissages. Et après, comme je disais aussi, c'est vrai qu'il y a tout ce côté aussi émotionnel des parents. Voilà. Donc c'est important d'avoir différents acteurs pour pouvoir travailler ensemble. Justement, donc vous êtes psychopraticienne et formatrice en éducation positive. Donc, qui est-ce que vous formez dans votre métier? Les parents, les enfants, les éducateurs ou justement pour cette gestion de l'émotion qui se transmet? Alors, les parents. Les éducateurs, oui, bien sûr. Les parents, moi j'ai parfois des parents qui m'appellent. Oh, j'ai un enfant, mon fils a 3 ans et demi. Alors 3 ans et demi, hein, comme dit Marcel Ruffo, on est bien content qu'ils aillent à l'école après. Hein, parce que 3 ans et demi, vraiment. Bon, je blague. Mais alors ils m'appellent, on s'en sort plus. Et je leur dis venez me voir. Et ils me posent la question, est-ce qu'on amène notre enfant? Je dis non, c'est pas nécessaire. Voilà. Bon, c'est ma façon de travailler. Après, je dis pas que c'est une recette miracle ou quoi. C'est ma façon de travailler parce que si vous voulez, si les parents changent quelque chose dans leur façon de faire, on a 9 chances sur 10 pour que l'enfant change quelque chose. On n'a pas réellement de pouvoir de changement sur notre enfant. Par contre, on a, nous, le pouvoir de changer quelque chose. Et comme dans une relation, quand on change quelque chose dans la relation, la nature de la relation change. Et bien souvent chez les petits enfants en plus, qui sont très émotionnels, très énergétiques comme ça, très, très dans l'émotion, quand les parents changent quelque chose, en général ça fait bouger tout le reste. Est-ce qu'il existe des associations vers lesquelles les parents peuvent se tourner, justement pour avoir des conseils, pour s'auto-aussi réguler, se faire une analyse à quelque part, se changer? Parce qu'effectivement, comme vous disiez dès le départ, souvent on reproduit le système éducatif qu'on a reçu, ou alors qu'on ne veut pas recevoir, mais on le fait peut-être mal. Parents, on devient parent, c'est un petit peu en fonction aussi de l'enfant, en fonction de son vécu, de son passé.
Est-ce que des fois il y a des parents qui veulent mieux faire ou qui sont un peu dépassés? Est-ce qu'il y a des associations en dehors de consulter où on peut discuter avec d'autres parents qui sont dans le même cas? Parce que quand on vient vous voir, c'est un one-to-one, vous êtes seul avec la personne, mais quand il y a des associations, on peut échanger, on peut donner des conseils. Oui, bah, je crois qu'à un moment donné, les pouvoirs, le terme parentalité, c'est un terme psycho-médico-social, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les pouvoirs publics ont pris conscience que le soutien à la parentalité, c'était quand même une question de santé, un enjeu de santé publique, quoi, hein. Donc il y a quand même pas mal de dispositifs de soutien à la parentalité qui ont été mis en place depuis quelques années. Ensuite, il y a énormément de ressources, notamment de livres. Bon, vous avez la rockstar actuellement de la parentalité positive, c'est Isabelle Filiosa quand même, hein. Bon, voilà. Donc il y a des... Avec beaucoup sur YouTube, il y a beaucoup de oui. vidéos. Alors après, moi j'ai envie de dire, surtout en tant que parent, il ne faut pas culpabiliser, quoi, hein, parce que on vit un peu une époque quand même où il faut être un super parent avec la cape de Superman et le... Bon, être parent, c'est complexe, quoi. Donc c'est normal de rencontrer des difficultés en tant que parent. C'est normal, voilà. C'est le lot commun de tous les parents. Donc déjà, c'est de se dire, pas culpabiliser, et puis après, bah, réfléchir sur soi, réfléchir à la relation, et puis surtout, au-delà de réfléchir, c'est ressentir. Hein, ressentir, qu'est-ce que je ressens? Je crois que la première question qui a à se poser, c'est qu'est-ce que je ressens, tiens, aujourd'hui? Voilà. Et d'après moi, qu'est-ce que ressent mon enfant? Et se dire, bah, aider l'enfant à mettre des mots sur ce qu'il ressent aussi. Je crois que c'est ça. Et puis, il n'y a pas de bonne façon d'être parent. Je crois que l'indicateur, c'est que dans votre système familial, chaque membre se développe... j'ai envie de dire harmonieusement, quoi. À partir du moment où chacun est bien, bah, c'est ok. Voilà. Et puis, s'il y a des difficultés, bah, c'est là qu'il faut se poser la question des besoins de son enfant, de ce qui est mis en jeu dans la relation, de ce qui se passe, de quelles sont les fidélités aussi parfois à cet arbre généalogique auquel on appartient, parce que parfois il y a ça aussi, hein. Voilà, mais en tout cas, c'est de cultiver la joie aussi, hein, parce que plus vous prenez soin de vous, surtout les mamans, plus vous prendrez soin de vos enfants, plus vous êtes joyeuses et plus ils seront joyeux. Voilà, c'est par ricochet. Alors, est-ce que vous avez des questions justement sur ce thème-là? Non? Pas de questions, des besoins de conseils? Merci. Bonjour, j'ai peut-être une question. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez dit que l'enfant doit coopérer dans l'éducation dans la famille, donc j'ai tendance à... Enfin, je suis d'accord avec vous. Ah, Par super, contre, ça m'arrange. je m'interroge sur la notion du respect, parce que c'est quand même une notion qui est très importante. Ouais. Et on a quand même tendance des fois à utiliser le pouvoir du parent et pour se faire respecter à la maison. Donc comment ne pas tomber dans le piège, parce qu'il doit coopérer, et un enfant de 3 ans et demi, des fois il n'est pas forcément, comme vous l'avez dit, donc il est plus dans l'émotion plutôt que dans la réflexion. Donc comment ne pas tomber dans le piège? Alors, dans ce que vous dites, déjà vous dites il doit coopérer. Donc c'est un peu paradoxal, parce que coopérer et devoir coopérer, c'est ça. Mais voilà, bon. Et je comprends votre question. Après, il va y avoir des comportements inappropriés, entendez, comportements inappropriés qui va poser problème à l'adulte. Hein. Donc il va y avoir des comportements inappropriés chez les enfants qui vont être directement liés et reliés à leur stade de développement. C'est-à-dire qu'entre 2 ans et demi et 3 ans et demi, vous êtes dans ce qu'on appelle les terrible two, là, les Anglais ils parlent des terrible two, c'est galère quoi. Voilà. Enfin, quand je dis c'est galère parce que l'enfant il s'oppose, parce que l'enfant il vous dit non, parce que l'enfant il veut faire tout seul, parce que l'enfant il vous répond, parce qu'il est têtu, il n'écoute pas. Mais c'est une phase de développement qu'il est nécessaire d'accompagner avec bienveillance et fermeté.
Mais c'est un stade de développement ce sont des comportements qui sont liés au stade de développement de l'enfant. C'est-à-dire que c'est nécessaire pour son bon développement psychique qui passe par cette phase. Donc c'est difficile pour le parent, ce moment-là il est difficile. Donc concrètement, quand il y a un enfant qui se roule par terre, etc., ok, c'est sa phase de développement, il a 3 ans et demi, oui. Donc on va dire, ok, je comprends, tu n'es pas d'accord, ou tu es fatigué, ou je sais pas, tu veux un jouet, etc. Donc pas crier, pas le punir, mais donc laisser passer la crise, attendre qu'il se calme. Alors on sait aujourd'hui qu'un enfant qui va se rouler par terre, crier, taper à cet âge-là, avant on disait ils font des caprices. On sait aujourd'hui que c'est une décharge émotionnelle en fait. C'est-à-dire que le cerveau est submergé émotionnellement parce qu'il y a des processus inhibiteurs qui ne sont pas encore matures, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à inhiber certaines émotions. Donc le cerveau de l'enfant est submergé émotionnellement. Donc sachant que l'émotion c'est de l'énergie, cette énergie à un moment donné, il faut bien qu'elle s'extériorise. C'est les enfants qui vont taper, qui vont crier, qui vont se rouler par terre. Alors, sur le moment, il n'y a pas grand-chose à faire à part, j'ai envie de dire, accompagner cette crise, mettre des mots, parfois contenir un petit peu avec bienveillance, mettre des mots, oui, tu es très en colère, tu es en colère, bon. Et puis au bout d'un moment, cette crise, elle va passer. Et quand l'enfant est, j'ai envie de dire, est redescendu, on peut mettre des mots pour dire, dis donc, tu étais très en colère, mais je comprends, mais moi ça m'a impressionné, tu as vu ce que tu as fait, bon, voilà. Tu t'es roulé par terre, et utiliser beaucoup les médias, les marionnettes, les livres. Vous jouez la scène à un enfant qui vous a fait ça, vous lui faites des marionnettes, il va rigoler, quoi. Mais en même temps, le message va passer. Utilisez les livres, vous avez plein de... d'ailleurs, il y a plein de livres, là, derrière vous, ça tombe bien. Des livres qui vont cibler un problème éducatif, une difficulté éducative que vous rencontrez quand vous voulez, sur la colère, par exemple, Isabelle Filiosa a sorti un bouquin là, sur la colère, plein de choses. Vous voulez que votre enfant arrête d'avoir sa tétine, utilisez les histoires, les livres, parce que ça fait comme un tiers, en fait, quelque chose un peu de magique qui vient dire à l'enfant la même chose que vous, sauf que c'est pas vous qui le dites, donc du coup c'est vachement mieux dit, quoi. Voilà. Enfin, mieux accueilli, en fait. Tout ce qui est dessin aussi, faire dessiner l'enfant, faire dessiner sa colère, aussi de faire c'est aussi sa manière de s'exprimer, même déchirer le papier ou bien sûr frapper le doudou parce qu'il a envie de vous frapper un ballon s'il a une colère. Oui. Des petites choses comme ça qui sont peut-être simples et peut-être qui sont, comme vous dites, donc la décharge émotionnelle se fait sur un autre objet et pas sur soi ou on canalise cette énergie, disons. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un âge, comme vous dites, à 3 ans et demi, il y a un âge où l'enfant est intolérant à la frustration. Voilà. C'est-à-dire que quand vous lui dites non, et c'est le tsunami dans le cerveau, quoi. Il est intolérant à la frustration. Et en même temps, attention, il est nécessaire qu'il chemine vers l'acceptation de la frustration. Donc c'est important que l'adulte tienne le cadre. Quand vous dites comment tomber dans le piège, je crois que c'est important que parfois l'adulte tienne le cadre, mais c'est important aussi de ne pas dire non tout le temps. Parce que si on dit non tout le temps à l'enfant qui veut explorer, qui veut faire tout seul, qui veut essayer, il va se mettre en colère tout le temps, quoi. Parce que dans son cerveau, c'est pas mature. Est-ce qu'il faut parlementer avec ses enfants? Est-ce qu'il faut parlementer? Parce que certains disent, bon, je fais ci, alors je tape en assiette, je mange que ça. Après, est-ce que je peux les jouer? Alors, on est là comme ça. Est-ce qu'il faut accepter de parlementer, négocier? Dire, oui, négocier, dire voilà, tu fais ci, alors donc tu fais ça, ok, d'accord, je suis d'accord, je sais sur ci, donc mais tu fais donc un petit peu comme un peu des adultes des fois où vous trouvez un terrain d'entente. Oui, bien sûr, moi je crois qu'il faut que ce soit gagnant-gagnant. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Après, l'éducation positive, c'est une éducation qui fait quand même l'idée c'est qu'il y ait un cadre, attention, le cadre est rassurant, extrêmement rassurant pour l'enfant. Mais ce cadre, il doit être souple, il doit être aussi discuté avec l'enfant. À partir du moment où le cadre est rigide, vous savez, les enfants, leur boulot, c'est de venir taper sur le cadre, quoi. Alors, s'il est rigide, des fois, ça fait un peu mal. Il faut un peu de souplesse. Voilà. Tu voulais dire que vous... Tu l'as un peu dit, mais c'est ce que je voulais dire. Rajouter juste, effectivement, quand vous disiez ça tout à l'heure,
c'est peut-être aussi d'anticiper un tout petit peu. Si vous savez qu'il y a certaines choses qui doivent être faites, mais c'est d'anticiper cette chose-là avec l'enfant. Dire peut-être, tu te rappelles, bientôt, c'est d'avertir l'enfant, entre guillemets. Voilà ce qui va se passer. Comme ça permet à l'enfant, chacun a un âge en fait différent, de se dire oui, effectivement, dans un petit moment, on va sortir, il va falloir que je mette mes chaussures. Tu te rappelles, on va bientôt sortir. Qu'est-ce que tu dois faire? Donc c'est lui poser aussi les questions, et là encore le mettre acteur. À l'école, c'est ce qu'on fait beaucoup. Donc il devient acteur de ses faits et gestes. Donc, on sort, tu as besoin de quoi? Vous voyez, c'est pas à vous de répondre à chaque fois, c'est à l'enfant de répondre. Et une fois qu'il répond, vous allez voir les choses, bon, c'est un gros travail, évidemment, mais les choses se mettent en place petit à petit. Il va prendre conscience, tiens, on sort, je vais mettre mes chaussures, je dois mettre ma veste. Et du coup, l'enfant, à cet âge-là, est très content. En fait, ils sont autonomes, à cet âge-là, ils ont envie de faire, ils veulent faire seuls. Et là, souvent, ils disent moi seul, moi seul. Donc, il faut pouvoir les laisser faire seuls, toujours en respectant évidemment ce cadre. Voilà. À l'école, on fonctionne énormément comme ça, on anticipe, on met les cadres en place pour les plus grands, quand je dis les cadres, en fait, on appelle ça des... Oui, merci. Les règles de vie. Donc, les règles de vie, effectivement, on les travaille ensemble, avec les plus grands comme avec les plus jeunes. Donc, on va se poser des questions ensemble. Donc, qu'est-ce qui doit être fait ce matin, par exemple, pour la maison? Donc, on fait la petite liste ensemble. Et une fois que la liste est faite, vous pouvez très bien aussi l'afficher. Et ça donne un repère en plus visuel à l'enfant, même s'il ne sait pas lire. C'est très bien, il peut venir me voir en disant papa, là on avait marqué ça ensemble. Ah oui, quelle bonne idée. Vous voyez, c'est à un moment donné, je pense que dans notre vie aussi, c'est changer nos structures en fait, de phrases, de questions. Stéphanie l'expliquera mieux que moi pour ça. Le choix des mots. Voilà. Non, mais je voulais rebondir sur ce que disait Patricia, super important, c'est que effectivement, l'idée c'est de créer de la prévisibilité. Parce que l'enfant, quand il est en train de jouer, lui il est dans un monde parallèle, quand il joue, il est dans son imaginaire. Et puis si d'un coup on lui dit, bon maintenant c'est l'heure d'aller, waouh, attends, moi je suis avec mes jouets là. Donc c'est l'idée de créer de la prévisibilité pour que l'enfant petit à petit puisse accepter en fait le fait effectivement de mettre ses chaussures et de sortir. Alors j'ai une idée, elle est venue, elle est repartie, c'est pas grave, elle va revenir. On en profite justement. Est-ce que vous avez des questions? Pour les autres plus grands, qu'est-ce que vous pensez? Je sais bien que vous êtes un peu contre les punitions, par exemple les punir de regarder la télévision. Qu'est-ce que vous pensez de ça pour un enfant de 9 ans, 10 ans? Les punir de regarder la télévision. Alors, la question de la punition, c'est... la question de la punition. Bon, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce qu'au final, un enfant va se sentir... si on pose l'hypothèse qu'il doit se sentir moins bien pour faire mieux, ça c'est un peu fou. Moi je pense que à l'idée de punition, enfin c'est pas moi qui le pense, c'est une éducation positive, moi je pense rien, je fais que vous transmettre les choses que j'ai apprises, mais on remplace l'idée de punition par l'idée de conséquences. Alors il y a les conséquences naturelles et il y a les conséquences logiques. Et toujours l'idée c'est de se dire, est-ce que si je punis mon enfant, si je le punis comme ça, est-ce que ça va l'aider à développer des compétences de vie? Bon, je sais pas, je crois pas. Et dans l'idée de conséquences logiques, en fait, c'est logique. Or, quand, je sais pas moi, si vous dites, tu m'as pas écouté, donc tu es privé de télévision, moi ce que j'interroge, c'est le lien logique entre votre frustration à vous, votre colère ou ce qui vous a pas plu dans l'histoire là, et puis la télévision. Quel est le lien logique? Est-ce que ce lien logique va amener l'enfant à développer des compétences de vie? Voilà. Alors, avec l'enfant, en éducation positive, on préconise la recherche de solutions. C'est-à-dire, déjà, parler de ses émotions. Bon, tu as fait ça, tu vois, quand tu as fait ça, moi je me suis sentie comme ça. Voilà. Parce que l'idée, c'est de connecter avec l'enfant. L'idée, c'est d'atteindre le cœur avant de corriger un comportement. C'est connecter, c'est prendre soin du lien. C'est-à-dire, moi, j'étais vachement triste, quoi, quand il s'est passé ça. Alors après, il faut être triste, évidemment. Si vous n'êtes pas triste, il ne faut pas dire que vous êtes triste. Non, mais c'est important. C'est-à-dire que
c'est l'idée de l'idée de la transparence émotionnelle, quoi. Il faut que ça soit cristallin. C'est ça qu'il recherche l'enfant. L'enfant, il cherche à être relié émotionnellement à vous. Voilà. L'enfant, il cherche à être relié émotionnellement. Il va préférer être relié dans la colère que pas être relié du tout. Voilà. Alors, l'idée, c'est de dire, moi, voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, quand il s'est passé ça? Et alors, après, la recherche de solutions, c'est de dire, mais attends, moi, la prochaine fois, je veux pas que ça se passe comme ça, et j'ai besoin de ton aide pour que ça se passe différemment. Alors, quelle solution on peut trouver, là, tous les deux, pour que la prochaine fois, ça se passe autrement? Vous voyez? Et là, on va développer des compétences, en fait. Mais bon, c'est sûr que quand on est pris dans le rush de nos journées, tout ça, on a du mal à réfléchir à tout ça, et c'est logique. Mais moi, je dis, ça vaut le coup quand même d'ouvrir le dossier éducation, quoi. Vous savez, au boulot, vous ouvrez des dossiers, non? Vous les refermez, vous ouvrez. Laissez le dossier éducation ouvert, quoi. C'est un job, il faut un peu réfléchir, il faut un peu remettre des choses en question, essayer des choses, chercher les besoins de l'enfant derrière les comportements. Voilà. Bon, en même temps, si vous privez de télévision, vous allez faire des économies d'électricité. Je blague, évidemment. Mais ça fait rire personne. Non, mais c'est le lien logique. Le lien logique. Vous voyez? On donne l'exemple en éducation positive, on dit, c'est au collège, il y a un enfant, il a écrit sur une table. Bon. Dans le règlement du collège, il y a tout enfant qui dégrade le matériel doit réparer. Ça, c'est une conséquence logique. Il abîme sa table, il faut qu'il la répare. Ok? Bon. Si à côté de ça, le prof, ce jour-là, il n'a pas bien dormi, et il dit ouais, puisque c'est comme ça, tu vas nettoyer toutes les tables de la classe, de l'étage, du collège d'à côté, là, c'est plus une conséquence logique. C'est une punition, c'est un abus de pouvoir. Vous voyez le... Voilà. Mais ça reste logique, quand même. Si vous dites à l'enfant, t'as abîmé la table, donc tu vas copier, je sais pas, tu vas faire 1 heure de colle, c'est pas logique. C'est une punition, c'est tout, une punition. Voilà. Donc par exemple, si un enfant qui a pas assez travaillé, donc il a une mauvaise note, on va le punir, voilà, de télévision, pas de jeu, ou pas de sortie, donc c'est comprendre pourquoi il a eu un 5 sur 20, s'interroger justement, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu n'as pas compris la leçon, est-ce que tu penses que tu n'as pas assez passé de temps dessus, ou est-ce que tu n'as pas compris, le prof n'a pas été assez clair, ou est-ce qu'on voit avec un autre prof, notre méthode, des meilleures notes, plutôt que d'être dans la sanction. Donc laisser l'enfant réfléchir, voir un peu quelle est sa solution pour qu'il améliore ses notes, parce qu'effectivement, j'avoue, j'ai pas assez travaillé, tout à fait. Voilà, c'était pas très important, j'aime pas l'histoire, donc voilà, donc j'ai pas envie de le faire. Donc plutôt que de dire 5 sur 20, pas de télé pendant un mois, pas de ceci, pas de cela. Ça l'aidera pas à avoir plus que 5 la prochaine fois, c'est ça que je... Voilà. Après, chacun fait comme il veut, mais on sait qu'aujourd'hui, que l'encouragement, c'est un levier d'apprentissage. Donc, à un moment donné, un enfant qui ramène une mauvaise note, c'est lui dire, mais quel est de quoi tu as besoin pour avoir une meilleure note la prochaine fois? Il va vous dire, tu sais, j'ai rien fait, ok, bon, ok. S'il vous dit, j'ai rien compris, de quoi tu aurais besoin que... Et là, la discussion s'engage et on est dans la bienveillance, c'est-à-dire qu'on va rechercher le besoin de l'enfant, et l'enfant va se sentir soutenu, va se sentir encouragé. Entendu surtout. Entendu, bien sûr. Comme par exemple un enfant qui va dire à son père ou à sa mère j'ai pas envie, ou qui va claquer une porte, on voit ça chez les ados, qui va plutôt dire tu ouvres la porte ou je te punis, etc. Donc savoir détecter pourquoi il est en colère, mettre de l'émotion, et comme vous disiez tout à l'heure, donc ça me fait de la peine, tu t'as claqué la porte, tu fermes un dialogue, donc être plutôt dans cette démarche. C'est ça que vous voulez donc faire passer comme message au niveau de la parentalité, de la communication non violente et bienveillante. Oui, après... De renouer ce dialogue, ce contact. Prendre soin du lien, prendre soin de la relation, prendre soin de la communication. Après, il y a toujours des pétages de plomb dans les familles. Bon, des fois j'emploie les mots comme ça, on comprend tous. Il y a des moments où émotionnellement, il y a des décharges émotionnelles, et il y a des gros pics émotionnels, où effectivement il y a des cris, il y a des portes qui se claquent. Bon, quand il y en a le moins possible, c'est mieux, voilà ce que je veux dire.
Mais dans ces moments-là, on ne peut pas réfléchir. Parce qu'on sait... Il faut attendre que ça descende. Et oui, dans ces moments-là, on ne peut pas réfléchir parce qu'on sait que la partie du cerveau qui permet de réfléchir, elle est squeezée. C'est-à-dire que le cerveau émotionnel prend les commandes et quand on est en crise, quoi, quelque part, bah, on ne peut pas réfléchir. On va dire des choses parfois qu'on regrette. Bon, ok. Alors, l'idéal, c'est que ça arrive pas trop souvent, quoi, quand même, pas tous les jours, ni le matin, le soir, deux jours par jour. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça arrive, on peut toujours prendre soin du lien, aller voir son enfant et dire « Ok, déjà, je m'excuse ». On peut s'excuser en tant que parent. Si vous vous excusez en tant que parent, vous allez apprendre à vos enfants à s'excuser. On est tous modèles de nos enfants. C'est dire « Je m'excuse, j'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire, et en même temps, j'ai besoin de toi. Comment on peut faire la prochaine fois pour que ça se passe autrement ? De quoi tu as besoin ? Et moi, j'aurais besoin de ça, et toi, voilà. » Mais savoir que quand il y a une crise, bon, c'est pas la peine de culpabiliser pendant 6 mois. Par contre, c'est important quand tout le monde est redescendu de se parler, quoi, et de dire je suis désolée. J'aimerais que ça se passe autrement, mais pour ça, j'ai besoin de toi, parce que dans une relation, chacun participe à part égale à la nature de la relation. Voilà. Surtout avec les ados. Hein. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonjour. Alors moi, j'ai une question sur les besoins physiologiques. Donc, pour l'exemple pour ma fille, donc le soir, elle n'a jamais faim, donc elle ne veut pas manger. Donc est-ce que je dois l'écouter et lui dire, ok, je ne vais pas manger le soir, en gros, quoi. C'est ça. Si j'écoute ses besoins physiologiques, ouais. Est-ce que... Je sais pas trop. J'ai pas tout compris de votre question. C'est autour des repas, c'est ça ? Voilà, l'alimentation. Je voulais savoir si... Parce que moi, je lis pas mal de livres et ils disent, dans les livres de Catherine Hegel, entre autres, qu'on va écouter les besoins physiologiques de l'enfant. C'est-à-dire que s'il n'a pas faim, en fait, on doit suivre son appétit. Et donc, s'il n'a pas faim à n'importe quel moment de la journée, autant les repas, c'est comme nous, en fait. Oui. Est-ce que, par exemple, tous les soirs, elle me dit que j'ai pas faim, donc en gros, est-ce que je dois suivre, l'écouter et dire ok, c'est pas grave, va te coucher. Alors, vous savez, comme je disais tout à l'heure, ce que cherche l'enfant, c'est à se connecter émotionnellement à son parent. Il y a 2 leviers pour ça qui trouvent les enfants. Les enfants, ils trouvent 2 leviers. Ils ne le trouvent pas consciemment, mais inconsciemment, il y a la nourriture. Allez, il y en a 3. La nourriture, il y a le sommeil, et puis, il y en a peut-être plus que 3, hein, je vous dis ça aujourd'hui, mais... non, mais... et puis, les devoirs. C'est-à-dire que un enfant qui ne veut pas manger, waouh, le parent, ça lui fait ça, non ? Enfin, ça vous mobilise émotionnellement, comprenez ? Et donc, en fait, votre enfant est relié à ce que ça génère émotionnellement chez vous. Et du coup, il y a ce lien énergétique. À la limite, le jour où vous allez vous rassurer, vous persuader, voilà, que tout va bien, vous allez lâcher quelque chose émotionnellement et votre enfant, il aura plus... il va trouver sûrement un autre média, mais là, quelque part, par ce moyen-là, il sera plus relié à vous. Je ne sais pas comment... je ne sais pas si je suis très claire, mais... plus vous allez lâcher prise, vous, et plus il y a de fortes chances pour que ça rentre dans l'ordre. Donc accorder moins d'importance au refus de l'enfant, c'est ça ? C'est pas accorder... C'est arriver à se... Agir négativement par l'émotion au refus de l'enfant qui est en vous. Oui, tout à fait. Et encourager. Je dois suivre, la suivre, quoi, c'est ça ? Oui, alors... Et écouter ses besoins, en gros. Comment ? Oui. C'est pas tellement la suivre, c'est-à-dire que... je pense qu'il faut que vous soyez quand même garante d'un cadre, mais ce cadre, ça peut être intéressant de le poser en coopération. Vous voyez ? C'est se dire, bon,
ok, allez, t'as pas faim, mais il faut quand même que tu manges un petit peu. Qu'est-ce que tu pourrais manger, voilà, d'arriver à poser les choses en coopération. Et puis, mettre votre enfant aussi en capacité de choisir, parce que parfois, c'est des enfants qui choisissent pas assez, quoi. Alors du coup, ils prennent le contrôle dans l'opposition. Bon, c'est peut-être un peu complexe, mais bon, voilà, qu'elle choisisse son dessert. Est-ce que c'est pas un engrenage après? Parce que si je commence à lui dire, bah, tu choisis ce que tu vas manger aujourd'hui, bah, demain, elle va dire, bon, bah, voilà. Des glaces, c'est bon les glaces. Hein. Non, ce sont des choix limités. Des choix limités, c'est-à-dire entre la compote et le yaourt et le flan, qu'est-ce que tu choisis? Voilà. C'est pas tu choisis tout, vous comprenez? Mais là, du coup, vous la mettez en situation de maîtrise, et si son besoin derrière son comportement d'opposition, c'est un besoin de maîtrise, il va être satisfait de façon appropriée. Mais je pense que c'est elle, en fait, elle a un petit test. Moi, je pense que qu'elle n'a pas faim. C'est juste, c'est même pas pour s'opposer, je pense que c'est juste en fait qu'elle n'a pas l'appétit le soir. Et est-ce que, enfin, moi, ça fait, je me sens... Oui, mais et alors, si on te donne des glaces, tu les manges? Oui. Je crois que c'est l'idée de réfléchir au cadre en coopération. Si vous voulez, un enfant qui va s'opposer le soir pour le repas, ben vous allez rentrer, vous allez automatiquement être préoccupé par ça. Vous allez être mobilisé émotionnellement, c'est-à-dire vous allez vous inquiéter pour elle, et du coup elle est reliée à vous. J'ai dit que si ma maman m'écoutait, ben après je lui demanderais toujours des pâtes. D'accord. Ok. Bon. Donc, comme je lui dis, je peux pas te faire tous les soirs des pâtes, c'est pas des repas, quoi. Oui, mais en même temps que vous parlez de pâtes, bah maman, en même temps, là, elle s'occupe de toi. Hein? Elle est reliée à toi, en même temps que tu lui parles des pâtes, tu lui parles des glaces, tu lui parles... Hein? Ben, si elle était reliée à moi, elle me donnerait ce que je veux. Ouais. Mais alors, c'est toi qui pourrais cuisiner alors peut-être aussi. Oui. Ah ben voilà. Hein? Mais ça sera pas moi qui fera la vaisselle. Ah ben voilà. Bon bah alors tout ça c'est à réfléchir avec maman je crois. Hein? Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Oui, juste une petite question s'il vous plaît. Vous avez dit l'éducation positive est basée aussi sur l'encouragement. Oui. D'accord. Et le monde éducatif scolaire, je veux dire, il joue pas de jeu dans les bulletins scolaires. Quand un enfant et on lui marque travail insuffisant, on n'écoute pas, etc. Ouais. Toutes ces choses, bonnes choses positives, je crois, je plaisante, ces choses, bonnes choses négatives, qu'on lui dit. Hein. Nous, déjà, émotionnellement, les parents, on reçoit ça. Déjà, on est décomposé, je présume pour ça. Et comment on fait? Comment faire ce truc? Comment peut-être leur donner conscience aussi à ces gens qui ont des études enseignants, bac plus 4, plus 6 pour certains, hein, et comment aussi prendre en compte les besoins, comme vous avez dit, puisqu'il y a des besoins, il y a des émotions, des échanges, etc. Comment? Bien sûr. Et ne pas, je veux dire, des fois, saquer. Ouais, alors. Je parle de manière générale, je parle pas pour moi-même. Comment je peux répondre à ça? Je peux dire je sais pas. Comme ça, alors, comment? Oui, vous avez raison. Vous avez raison. C'est-à-dire que, bon, le système éducatif, on sait aujourd'hui, par exemple, je vais un peu botter en touche, je ne vais pas répondre à votre question tout en faisant croire que j'y réponds. Négocier là. Non mais on sait aujourd'hui que par exemple, ce qui est important dans la vie, c'est les compétences sociales. C'est-à-dire
comment on est en relation, l'empathie, comment on comprend l'autre, comment on perçoit les besoins de l'autre, etc. On parle d'intelligence émotionnelle dans les entreprises, ils parlent de soft skills. C'est-à-dire qu'à compétences techniques et académiques égales, ben, celui qui a développé ses compétences sociales, il a un plus, quoi. Or, l'école, elle a un peu, elle développe pas ces compétences sociales-là. Bon, voilà. On sait aussi qu'encourager un enfant, c'est un levier. C'est un levier pour développer le sentiment de compétence, etc. Je crois qu'à l'école, c'est très personne dépendant, en fait. Il y a des gens qui ont compris ça, qui ont envie de se positionner comme ça dans la relation. D'autres qui sont encore dans ce modèle dissymétrique de pouvoir. Bon, ensuite, c'est pas évident quand on a 30 enfants dans une classe, c'est pas simple. Ils sont pris aussi dans un système. Vous savez, on est toujours agi par un système. Hein. Ce système-là, il est peut-être à remettre un peu en question, quoi, à se poser, hein, des questions à se poser peut-être par rapport à ce système-là. Je crois que on peut dire à l'enfant, ben voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et par contre, moi, je sais que tu as fait de ton mieux. Et si tu as fait de ton mieux, ben c'est ok. Voilà. Hein, je crois que c'est important de rester au fan club de son enfant, quoi. Et se dire, bah tu vois, cette personne-là se positionne comme ça. Et puis toujours aller aussi échanger avec les gens. C'est vrai qu'on a des vies tellement actives, etc., qu'il y a un peu les profs d'un côté et puis les parents de l'autre. Et ça, c'est dommage, parce qu'il y a aussi ce besoin de... Voilà, je te passe le micro. J'allais juste rajouter, effectivement, si rien ne vous empêche aussi, peut-être d'aller voir le professeur en question et de lui parler aussi de votre sentiment. Voilà, parce que comme disait Stéphanie, on ne peut pas aller à l'encontre de tout le système. Voilà, ça dépend de chaque individu. Il y en a qui sont un petit peu plus bienveillants que d'autres, voilà, faut le savoir. Mais après, voilà, le principal, c'est que vous puissiez, vous, voir que votre enfant a fait un effort. Parce que c'est pas une note, je voulais rebondir là-dessus tout à l'heure aussi à propos des notes. La note ne reflète pas forcément l'effort que l'enfant a fait pour ce travail. Parce que peut-être que le jour du test, il a perdu... voilà, il a perdu tous ses moyens, il va peut-être se retrouver avec un 5 sur 20, il rentre à la maison, regarde ce que tu as fait, il va se faire, entre guillemets, un peu gronder, alors que finalement cet enfant a mis du sien, a passé du temps, vous voyez. Donc c'est vraiment, je pense, c'est ce lien qu'il faut vraiment que vous créez avec votre enfant et puis dire, bah voilà, on est d'accord, vous avez le droit d'être d'accord aussi avec votre enfant, dire, oui, alors le smiley qui fait comme ça sur la feuille, non mais ça atteint certains enfants qui n'acceptent pas ça, et dire, je suis d'accord avec toi, c'est... Voilà. C'est une façon de faire qui ne vous correspond peut-être pas, et lui expliquer, je pense, tout simplement. Et puis chercher à comprendre pourquoi est-ce que l'enfant a eu ses notes-là, comme on dit tout à l'heure, ce qui s'est passé, est-ce que tu as su communiquer, donc est-ce que tu as assez travaillé, est-ce que tu as besoin d'aide, qu'est-ce que tu n'as pas compris. Parce que les enfants qui ont des mauvaises notes, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas travaillé, justement. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais pas le mettre dans un coin avec un bonnet d'âne. Ou prévu de télévision. Dessert. Rester dans l'encouragement. Hein, c'est Jen Nelson qui a écrit un livre donc, sur la discipline positive, hein, qui est aussi un peu comme Isabelle Filiosa à l'origine enfin à l'origine. À l'origine, il y a les pédagogues, hein, Freinet, Montessori, etc. Mais aujourd'hui, bon voilà, alors Jen Nelson, elle nous dit l'encouragement est à l'enfant ce que l'eau est à la plante. On sait qu'encourager, ça permet aux enfants de grandir, quoi, hein, voilà, de bien grandir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Alors en fait, je travaille dans les écoles maternelles. Oui. Donc, je vois beaucoup de choses. Et donc je m'occupe d'enfants assez très violents. Et donc je suis vraiment dans la bienveillance, j'essaye de leur expliquer que les mains ça sert à caresser, que s'ils sont pas contents ils peuvent le dire avec la bouche en parlant. Et ça marche pas en fait. Et je vois des personnes qui sont très dures dans la violence, quoi. Et j'ai l'impression qu'elles ont plus de résultats que moi. Et je comprends pas parce que justement j'essaye de suivre là-dedans. Enfin, je comprends pas pourquoi ça marche
mieux Alors, que les personnes puissent... bon, déjà, je crois qu'il faut que vous soyez votre meilleure amie. Hein. C'est que, voilà. Je suis la seule à être dans cette de toutes les collègues, je passe un peu pour une siphonnée. Ouais. Une siphonnée. Vous savez, en fait, la punition, l'autoritarisme, la punition, etc., ça a un effet dans l'instant. Donc, si vous criez très fort sur un enfant, il y a de fortes chances pour qu'il stoppe le comportement que... Voilà. Mais donc ça va être un moyen de stopper le comportement là, dans l'ici et maintenant. Par contre, ça n'apportera pas j'ai envie de dire, de petites graines pour que l'enfant développe ses compétences. D'accord. Et c'est vrai que je vois pas d'amélioration. Je suis fatiguée. Non mais c'est vrai, c'est toute la journée, là, ils se frappent, quoi. C'est vraiment violent, quoi. Des petits de 3 ans. Ouais. Ils se tapent du matin au soir et je leur répète, alors tous en cœur, qu'est-ce qu'on fait quand il n'est pas content? On le dit pas avec ses mains, on essaye de le dire avec sa bouche, je leur fais répéter les phrases en boucle, je me dis à force de la déranger. Ouais. En fait, j'ai l'impression que quand j'ai des collègues qui arrivent et qui vont les secouer, les prendre et leur dire non, t'as suivi, tu arrêtes. Mais c'est vrai qu'ils vont être de suite terrorisés. Oui, ben voilà. De suite, ils vont couper le... Ils vont s'arrêter. On ne va plus les entendre pendant, je veux dire, toute l'heure d'après. Hein. Alors après, elle me dit, bah oui, bah tu vois, je suis pas crédible en fait, en gros. D'accord. Je suis pas crédible par rapport aux autres. Je vais passer le micro à Patricia qui est au cœur de... Moi, c'est pas mon domaine, mais si je peux me permettre, je pense que déjà, faites un travail d'équipe avant tout. Parce que si au sein de l'équipe, vous êtes différents acteurs à faire différentes choses, ça va devenir très compliqué. Donc, je dirais la chose primordiale, faites ce travail avant tout et mettez-vous d'accord sur une façon de faire. Parce que de prendre un enfant, après on va pas rentrer peut-être dans les détails, mais de prendre un enfant, de le secouer, bon ben ça c'est des choses qui sont inadmissibles et interdites. Donc à partir de là, je pense que le travail doit être fait au sein de l'équipe et avec votre directeur ou directrice. Moi j'ai pas peu d'impact, hein. Je suis ATSEM, je suis pas instite, et toutes les enseignantes elles sont là-dedans, elles sont dans la punition, dans l'humiliation, dans le... Ouais, c'est vraiment, oui, mais justement, je pense que si vous, à votre niveau, vous avez déjà perçu toutes ces choses-là, et ben à un moment donné, il faut bien faire remonter les choses parce que c'est des choses qui ne devraient pas être, qui ne devraient pas exister, entre guillemets. Ouais, donc après, c'est un gros travail, mais voilà. Bon. C'est quotidien. Bon courage. Merci. D'autres questions? Non? Bon, est-ce que vous avez des choses à rajouter, Patricia et Fanny? Oui, une chose toute simple, je dirais croire en l'enfant, en ses capacités et faites-leur confiance. Donnez-leur leur temps, le temps hein, de faire les choses et j'allais dire, prenez le temps de les écouter un peu plus parce que c'est vrai que souvent on a tendance à dire ils font ça, ils font ça, la télé, les vidéos, etc. Mais finalement, quand on regarde ce qu'on fait, on passe beaucoup de temps de nos jours aussi avec le portable. Donc on n'est pas toujours à l'écoute des enfants, finalement. Donc voilà, juste une petite réflexion de la fin de la soirée. À toi, Stéphanie. Le mot de la fin. Alors le mot de la fin, bah, message à transmettre en 1 minute ou quelques secondes. C'est l'impression. Non, bah, merci de nous avoir écoutés. Et puis, je crois que c'est super d'éduquer des enfants, quoi. C'est une belle aventure. Et en même temps, oui, faire confiance aux enfants et se faire confiance aussi. Se faire confiance en tant que parent. C'est-à-dire que, moi je dis, c'est vous les parents qui savez le mieux ce qu'il faut faire pour vos enfants, quoi. Nous, on n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Par contre, c'est important en tant que parent de nourrir sa créativité. Hein, et la créativité, elle vient de l'extérieur, quoi. Ça tombe pas du ciel, la créativité, ça vient de l'extérieur. Donc c'est important de rencontrer des gens comme nous, par exemple. Non, mais de se poser des questions, de lire, de réfléchir, et puis de changer un peu des choses des fois. Vous savez, on ne peut pas régler un problème en faisant toujours la même chose. Vous savez, c'est Einstein, il a une citation comme ça, il dit on peut pas, je ne sais plus exactement ce qu'il dit, mais en gros, on ne peut pas résoudre un problème en faisant à chaque fois la même chose.
C'est pas possible. Donc, c'est l'idée d'être créatif et du coup de changer quelque chose. Mais nous, en tant que parents, et il y a bien souvent le mouvement qui va s'opérer, l'enfant va changer. Par contre, si vous attendez, en refaisant à chaque fois la même chose, si vous attendez que votre enfant change, vous pouvez attendre longtemps. Voilà. Mais faites-vous confiance, quoi. Ouais. Bah, merci bien, merci Stéphanie Cruchet, merci Patricia Ruspoli. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir parler.